Et comme il est d'habitude, je passe la parole à notre président qui va ouvrir officiellement la séance. Eh bien, effectivement, la séance est ouverte. Je suis heureux de vous accueillir. Je vous salue tous et je vous remercie pour votre présence. Je remercie tout particulièrement ceux qui interviennent et qui, tout à l'heure, vont nous dire tant de choses intéressantes. Je ne vais pas vous présenter la séance puisque le professeur Marc Chantilly va le faire, mais je tiens à dire combien nous sommes heureux de les avoir ici présents tous les trois et de les entendre tout à l'heure. Je vous rappelle que cette séance est aussi un point culminant, d'abord parce qu'elle est excellente, ensuite parce que c'est la dernière du semestre et que nous pourrons, avant de nous quitter, nous souhaiter un bon été. Si vous voulez, monsieur le professeur, vous avez la parole. Mais avant, excusez-moi, comme d'habitude, j'oublie le procès verbal. Et le secrétaire perpétuel y tient. On y va. Merci, Monsieur le Président. Rassurez-vous, mon intervention ne sera pas longue. Je voudrais en premier lieu remercier nos nouveaux académiciens nous avoir fait l'honneur et l'amitié de venir d'emblée manifester leur intérêt à notre académie. Et j'espère que nous pourrons les installer rapidement. C'est en tout cas le sens de la pratique de notre académie aujourd'hui. Je vous fais le compte-rendu de la séance et je terminerai à l'issue du compte-rendu de la séance par deux interventions, deux remarques importantes pour notre académie. Alors, je vous rappelle que notre séance, la dernière, s'est tenue le 21 juin 2024 sous la présidence de Louis Dominici. Introduction par Louis Dominici, procès verbal. Monsieur Dominique Barjot a donné lecture du procès verbal de la séance du 17 mai qui a été adopté à l'unanimité. Nécrologie de Pierre Coulanges par Jean-Philippe Chipot. Présentation de la séance par Jean-Louis Oliver. Les communications présentées ont porté sur les thèmes suivants. Éric Tardieu, quel regard porter sur les grandes évolutions mondiales à l'œuvre en matière de gestion des ressources en eau. Alain Lamballe, l'eau, un élément perturbateur dans toute l'Asie du Sud. Fadi Comer, le bassin du Jourdain, enjeux et perspectives. Raya Marina Stéphane, l'approche droits humains pour les droits de l'homme et l'accès à l'eau. La séance s'est terminée par une présentation des résultats de la recherche menée sur Paul Bourdary dans les archives de la bibliothèque Félix Houphouët-Boigny par les étudiants de l'Université de Limoges. La séance a été levée à 17h50. Je dois vous faire une communication importante. Il se trouve que, en date du 22 juin 2024, notre directrice de cabinet, Thierry Razafine Drabé, m'a adressé une lettre de démission. Une lettre de démission de ses fonctions, ce qui, compte tenu des délais normaux de formulation d'une telle demande, cela conduit à ce qu'elle nous quittera au 25 août prochain. Et je voudrais vous exprimer, bien entendu, le regret que nous avons de son départ, et aussi je voudrais vous demander de lui adresser par des applaudissements les remerciements nécessaires, en vous précisant que de toute manière, dès notre reprise, la reprise de nos activités en septembre, nous ferons une petite cérémonie pour la remercier des services qu'elle a rendus à notre académie.
Voilà. Donc, je voudrais vous demander de l'applaudir. Je crois que c'est tout à fait mérité. Et puis, ma deuxième remarque, c'est pour vous rappeler que notre prochaine séance aura lieu en fait le 4 octobre, car la séance du 12 septembre a été rapportée. Notre programme étant déjà très lourd, vous le savez bien, il nous a paru préférable de démarrer le 4 octobre avec une séance consacrée au décentrement du regard, coordonnée par Marie Chang Min Peng de la 5e section. Merci de votre attention. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Nous pouvons maintenant demander au professeur Gentilini de venir présenter la séance. Voulez-vous le faire au pupitre ou bien vous asseoir? Qu'est-ce qui vous arrange? On fera comme vous voulez. Voilà, je vous allume le micro. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel, merci, Madame la Vice-présidente. Rassurez-moi, c'est la dernière séance, mais ce n'est pas une dissolution. Bon, ça me rassure. Je voudrais vous dire d'abord que je suis toujours très heureux de me retrouver dans cette enceinte, au milieu de gens que j'apprécie et que je connais pour la plupart. Je voudrais vous dire que je remercie en début de séance Dominique Kerouédan qui a pris l'initiative de créer cette séance sur ce thème, hélas, de grande actualité. C'est un problème, la migration, éthique et humanitaire, c'est un problème économique, dramatique, c'est un problème politique aussi. Pourquoi s'en cacher? Cependant, dans notre discussion, il serait de bon ton que nous limitions aux aspects, les premiers aspects que j'ai évoqués, et que nous laissions la politique à ceux qui s'en emparent, en bien et en mal. J'ouvre donc cette séance en vous montrant quelques images. On peut bien projeter la première. J'avais retenu cette citation d'un homme qui n'était pas à l'époque secrétaire perpétuel de l'Académie française, dans un article que j'avais publié sur la migration dans la Revue du Praticien, il y a 2 ou 3 ans. Et bien entendu, mon choix n'est pour rien dans sa promotion, mais retenez quand même ce thème: tout homme a le droit de partir. C'est son pays qui doit le persuader de rester. Sur l'image suivante, c'est un problème difficile, la migration. Et je me suis efforcé d'enseigner, au cours de ma modeste carrière universitaire, que les gens heureux ne migrent pas, sauf peut-être les touristes. Mais les gens heureux ne migrent pas. Et ce qu'il faut bien retenir d'emblée, c'est que c'est un problème dramatique et c'est un problème qui ne peut que croître. L'image suivante vous rappelle que les migrants, ça n'est pas rien. C'est environ 250 millions et c'est la 4e ou 5e nation du monde. La suivante. La question migratoire, je viens de le dire, est éminemment politique, avec un durcissement des gouvernements et de l'opinion publique en réaction à l'afflux des réfugiés, avec le souvenir de la crise migratoire de 2015, qui a été un choc, et en pensant aux guerres et aux guérillas, au terrorisme international qui provoque cette migration, et en ajoutant maintenant en plus, mais on l'évoque régulièrement sans s'y arrêter, les migrations climatiques. Mais elles prendront de l'ampleur, et elles ont commencé à prendre de l'ampleur dans certaines régions du monde. L'image suivante, je crois que c'est la dernière, non. Population mondiale. Bon, pour aborder les problèmes migratoires, il faut peut-être se souvenir de ces chiffres. Et il manque
2024, c'est 8 milliards déjà. 9 milliards prévus davantage en 2050 et davantage après. Dans le monde, sur plus de 8 milliards d'habitants, retenons, et ça explique une partie importante de la migration, le milliard d'affamés, le milliard d'assoiffés, le milliard de personnes qui ont moins d'1 € pour vivre par jour, 1,2 milliard qui sont sans électricité. À Bamako, par exemple, actuellement, on n'a plus d'électricité que de 18h à 22h, je crois, mais dans la journée, il n'y a plus d'électricité, ce qui paralyse la vie économique, entre autres. 1,5 milliard de gens qui vivent sans assainissement, 1,5 milliard d'enfants violentés, puis j'ai ajouté sur cette diapositive, quand même, c'est un autre drame qui concerne les riches et les pauvres, 1 milliard d'obèses malgré tout ça. 125 millions de femmes victimes de mutilations génitales qu'on évoque insuffisamment actuellement, et vous savez que dans certains pays, on pense à faire réapparaître les mutilations des jeunes filles. Et puis j'ai rappelé, parce que ça m'a touché directement, qu'il y a eu 30 millions de morts par sida en 30 ans au début. Voilà quelques aspects qui font que ça bouge et qu'on ne va pas arrêter ça. Alors l'image suivante, peut-être, oui, c'est la dernière de ma présentation. C'est l'Europe, à peu près 500 millions d'habitants, avec les gens qui ont choisi le Brexit. Mais ça représente seulement 7% de la population mondiale. Et ces 7% de la population mondiale disposent de 25% de la richesse mondiale. Et ces 7% de la population mondiale ont pour eux 50% des dépenses sociales mondiales. Voilà ce que je voulais rappeler en ouvrant cette séance et en appelant la première oratrice, Madame de Vandel, de bien vouloir gagner la tribune pour nous exposer, pour planter le décor de cette migration et des problèmes actuels. Invitation. Moi, je ne suis pas grande, j'espère que vous me verrez quand même. Donc, merci de cette invitation pour essayer précisément de planter le décor. J'avais déjà eu l'occasion de vous rencontrer dans du côté de mon bureau, qui était l'Académie de médecine. Je me souviens, vous m'aviez invité à parler aussi de ces thématiques migratoires. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un thème qui est devenu pas seulement scientifique, mais surtout un thème d'affrontement politique, pas seulement en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens, mais aussi ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc c'est un sujet qui est tout à fait traité sur le mode idéologique, beaucoup plus que sur le terrain scientifique, et ce qui explique d'ailleurs les échecs de beaucoup de politiques migratoires qui sont très dépendantes, j'y reviendrai, de l'opinion publique, des sondages, et qui sont un peu hors sol par rapport aux réalités. Alors on a rapporté quelques chiffres là, et je vous en remercie. Donc 8 milliards d'habitants, mais en fait la migration internationale aujourd'hui, c'est, vous l'avez rappelé un peu plus aujourd'hui, 284 millions de migrants internationaux. Ça, ce sont les chiffres du département de la population des Nations Unies. Sur ces 284 millions de migrants internationaux qui coexistent, si j'ose dire, avec à peu près 800 millions de migrants internes, à peine 750 millions de migrants internes, mais les chiffres sont flous parce que beaucoup de pays, notamment au sud, ne tiennent pas de comptabilité précise de leur migration interne. Disons qu'à l'échelle mondiale, on a 1 milliard de personnes qui sont en situation de mobilité, avec une définition très précise du migrant international. C'est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Donc c'est le mode de comptage mondial des migrants internationaux. Donc 284 sur 1 milliard de gens en situation de mobilité sur 8 milliards d'habitants. Les migrants internationaux donc sont assez peu nombreux. Aujourd'hui, ils représentent dans les 8 milliards d'habitants 3,6% de la population mondiale. Et compte tenu de tous les malheurs qui ont été présentés, on peut s'étonner qu'il y ait si peu
de gens qui bougent, 3,6% de la population mondiale. Aujourd'hui, si on regarde un globe terrestre, on s'aperçoit qu'il y a à peu près autant, un peu plus même de migrations au sud qu'au nord. Donc si on additionne les migrations sud-sud et nord-sud, qui sont beaucoup moins nombreuses, on a environ 140 millions de migrants internationaux et on a à peu près aussi 140 millions de migrations sud-nord, dont on ne fait que parler, mais aussi de migrations nord-nord. Et ces migrations, donc, qui augmentent aujourd'hui au sud pour les raisons que je vais vous expliquer, elles sont en fait très régionalisées. C'est-à-dire que l'Afrique ne va pas nous envahir, j'insiste lourdement là-dessus parce que ça a été utilisé dans beaucoup de débats. On n'est pas du tout dans un contexte de grand remplacement. Comment pourrait-on imaginer que aujourd'hui les migrants puissent, notamment en Europe, puissent transformer une population qui est souvent 10 fois plus importante que la leur, ne serait-ce que pour l'Europe. La moyenne européenne des migrants, c'est 10%. En France, on est à 10,2%. En Allemagne, on est à 13% d'immigrés. Donc on est très très loin du grand remplacement dont certains parlent. Et j'insiste aussi lourdement sur le fait qu'il n'y a pas de lien mécanique à l'échelle mondiale entre la croissance de la population de certaines régions du monde et leur propension à migrer. Les pays les plus peuplés du monde, comme l'Inde ou la Chine, sont des pays qui ont un taux d'émigration de départ, donc international, faible, en réalité faible. Donc il ne faut pas non plus s'affoler de quelques pays qui ont une forte croissance démographique, d'une part parce qu'on va vers une sorte de tassement, comme dit le démographe Gilles Pison, de la population mondiale. On va monter encore jusqu'à 9,5 milliards, et puis ensuite peut-être 10 milliards au début du siècle prochain, et ensuite on sera dans une diminution de la population mondiale, parce qu'il rappelle que tous les pays finissent, et toutes les régions du monde finissent par avoir une transition démographique, et on est entré dans ce contexte-là sur le pourtour sud-méditerranéen, par exemple, et dans beaucoup d'autres régions du monde, en Amérique du Sud, dans tous les suds, on a aussi ce phénomène plus ou moins accentué selon les régions. Donc ça, c'est des éléments que je voulais rappeler, parce que il y a beaucoup de discours complètement faux à partir du contexte mondial, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est plusieurs éléments. D'une part, on a une sorte de paradoxe qui a été évoqué avec la phrase de Amin Malouf. On est dans un contexte où il y a eu, à partir des années 1990, une généralisation du droit de sortie de presque toutes les régions du monde. Ça a été le cas de l'Union soviétique, des démocraties populaires, de la Chine, de Cuba, mais beaucoup d'autres régions du Sud où les pays ont donné la possibilité d'avoir un passeport, ce qui était très difficile auparavant. Il ne faut pas oublier que la plupart des Portugais, qui sont notre deuxième nationalité en France, sont venus clandestinement en traversant les Pyrénées parce que leur gouvernement Salazar ne donnait pas de passeport, et c'était le cas de beaucoup d'autres pays. Donc on a eu la généralisation de l'accès à un passeport, très important. Donc ça a donné, appuyé sur d'autres des grandes conventions internationales, comme par exemple la Convention de Genève sur l'asile, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien, une généralisation du droit de sortie, pendant que dans ces années, on a eu une restriction très importante du droit d'entrée. Comment est-ce qu'on peut concilier une généralisation du droit de sortie et une restriction du droit d'entrée? C'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est un contexte qui est complètement inverse de celui qu'on avait il y a 100 ans, où on pouvait assez facilement sortir, entrer quelque part, au contraire, mais difficilement souvent sortir de chez soi. Les régimes autoritaires, les grands empires considéraient que la population était une ressource essentielle, militaire, agricole, fiscale, et donc ils rendaient souvent difficile, sauf pour les minorités
qu'ils considéraient indésirable et quelques élites la possibilité de sortir. Les autres n'avaient pas le droit de sortir, y compris sous Louis XIV, on ne pouvait pas sortir sauf quelques minorités religieuses et quelques diplomates et intellectuels, mais c'est tout. Donc difficile de sortir, mais facile d'entrer. Il y a 100 ans, c'était la grande période de migration de peuplement dans le monde et de migration aussi vers la France notamment, et puis États-Unis, Canada, Australie, etc. Il y avait une sélection, mais qui était en fonction des besoins du marché du travail, et donc on pouvait difficilement sortir, facilement entrer. Aujourd'hui, on peut facilement sortir, mais difficilement entrer, donc la logique s'est complètement inversée. En même temps, ces migrations qui sont mondialisées, comme je vous l'ai dit, il y a peu de régions du monde qui sont hors du phénomène migratoire aujourd'hui, même si c'est limité, 3,5% de la population mondiale, elles sont régionalisées. C'est-à-dire que dans la plupart des régions du monde, y compris en Europe, la plupart des migrants sont des gens qui viennent de pas très loin. L'essentiel des migrations du sud de la planète, et continent par continent ou demi-continent par demi-continent, sont des gens qui viennent de la même région. Je donne quelques exemples. Par exemple, en Europe, qui est une région très exposée aux migrations puisqu'on a la Méditerranée, l'essentiel des migrants en Europe sont des gens qui sont pour 33% des Européens. Donc 33% d'Européens en Europe, ce qu'on oublie très souvent. On a eu beaucoup de migration du sud de l'Europe dans le passé, migration de l'Est aujourd'hui, ou des Balkans. Donc le tiers de la population immigrée, selon les statistiques en Europe, sont des Européens. Première constat. Deuxièmement, le reste, c'est essentiellement des gens qui viennent de la rive sud de la Méditerranée, et notamment de tout le pourtour méditerranéen, qu'il s'agisse de migrants de travail, d'étudiants. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la première source de migration légale en Europe, ce sont les étudiants. Ensuite, le regroupement familial, les réfugiés, bien sûr, on en a eu beaucoup ces derniers temps. Selon les régions, on a eu donc ces différentes catégories de migrants qui sont sur tout le pourtour méditerranéen, et le reste vient de plus loin. Si on prend l'Afrique, contrairement à l'idée reçue, l'essentiel des migrants en Afrique, c'est assez banal de le rappeler, viennent d'Afrique. Ce sont des gens qui vont d'un pays à l'autre, 26,5 millions de migrants dans le continent africain, et pour la plupart, des Africains qui migrent d'un pays à l'autre selon des conjonctures à la fois politiques, les crises, mais aussi économiques. Il y a des pays peu peuplés, d'autres plus peuplés, moins attractifs, plus attractifs, etc. En Amérique du Sud, c'est le meilleur exemple de cette régionalisation. La plupart des migrants dans les pays d'Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud. Et j'insiste lourdement là-dessus. C'est-à-dire que ceux d'Amérique centrale et du Mexique ont plutôt tendance à aller vers les États-Unis, même si aujourd'hui il y a moins de Mexicains qui vont aux États-Unis que de Mexicains qui retournent chez eux. Mais pour le reste, à partir du moment où on est dans l'Amérique du Sud, ce sont des Sud-Américains qui migrent dans d'autres pays sud-américains. Le plus gros exemple, c'est les Vénézuéliens, puisqu'on a eu 6 millions de gens qui ont quitté leur pays pour aller dans les pays voisins, comme notamment la Colombie, le Brésil, mais aussi dans les pays andins. Il y a une migration de travail vers l'Argentine, vers le Chili, vers l'Uruguay, et donc une forte migration régionale dans toute cette région. Si on regarde en Asie, qui est un gros morceau de la migration internationale, on a près de 80 millions de migrants internationaux en Asie, ce sont des Asiatiques qui migrent dans d'autres pays asiatiques. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un phénomène très important. On a tendance à avoir un regard un peu décentré, si j'ose dire, sur la réalité mondiale. Pareil aussi, si on regarde la Russie, qui est la quatrième région migratoire dans le monde, eh bien, la plupart des migrants, ils viennent de l'ancienne Union soviétique, Asie centrale, Sud-Caucase et aussi Chine. Donc, ce phénomène de régionalisation accompagne la mondialisation des flux. Et ça, c'est un phénomène qui est lié au fait que la migration lointaine, transcontinentale est plus rare que la migration de voisinage, qu'elle coûte cher, que si on n'a pas de visa, eh ben, il faut faire appel à des passeurs, donc c'est dangereux, c'est coûteux, etc.
Donc la plupart des gens ne vont pas très loin. Autre point, ceux qui partent ne sont pas les plus pauvres, loin de là. Parce que pour partir, il faut ce qu'on appelle des réseaux. Des réseaux qui ne sont pas des réseaux mafieux, qui sont des réseaux de connaissances. C'est-à-dire des réseaux familiaux, des réseaux ethniques, des réseaux régionaux, etc. Et donc ceux qui partent, ce sont ceux qui considèrent qu'ils peuvent changer le cours de leur vie par la migration. Plus il y a de progrès, ce qui existe aujourd'hui à l'échelle mondiale, dans la scolarisation, plus il y a une croissance de l'urbanisation, les réseaux d'information, les nouvelles technologies, etc., favorisent la mobilité. En gros, plus il y a de développement, plus il y a de migration. C'est pas du tout l'extrême pauvreté, sauf pour des cas de réfugiés qui va conduire à partir, des cas extrêmes, si j'ose dire. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 millions, on est autour de 120 millions, d'après le dernier rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés, de réfugiés dans le monde. Mais même ceux qui vont très loin, c'est des gens qui ont beaucoup plus de possibilités que ceux qui vont dans le pays d'à côté. La plupart des réfugiés vont dans le pays d'à côté. Il ne faut pas oublier que 90% des Afghans, 6,5 millions de gens ont quitté leur pays, vont en Iran et au Pakistan. C'est pour ça quand ils sont à Calais, ils sont tellement attirés par le Royaume-Uni, parce que souvent ils parlent maintenant certaines langues des Pakistanais, mais aussi ils connaissent très bien ces gens avec qui ils ont travaillé au Pakistan. La plupart des Irakiens sont allés en Syrie, la plupart des Syriens sont allés en Turquie, jusqu'à 4 millions en 2015. Donc, la crise aussi a amené vers le Liban le quart de sa population, 4 millions d'habitants au Liban et 1 million de gens qui venaient du Proche-Orient, par exemple. L'Europe n'a reçu que 1,2 million. On a parlé d'une crise du jamais vu. En France, on a eu à peine 20 000 personnes on n'a même pas rempli les quotas qui étaient fixés par l'Union européenne. Et c'est l'Allemagne qui, suite à la déclaration de Mme Merkel, a eu 1 million de gens qui sont venus durant la crise de 2015. Elle avait promis qu'elle était prête à accueillir 800 000 personnes. 1 million est venu. Donc on est très très loin de l'invasion. On est pour les réfugiés le 16e pays européen sur 27 pour l'accueil des réfugiés en proportion de notre population. Donc ce phénomène que je vous indique comme, disons, bourré de contradictions, comporte aussi d'autres contradictions. Par exemple, on est, fort heureusement, souvent, dit-on, dans un contexte d'économie libérale. Et dans un contexte d'économie libérale, il n'y a pas nécessairement de concurrence sur le marché du travail, puisque le développement économique crée de nouveaux emplois. L'idée que le migrant va prendre l'emploi d'un autre, on n'est pas sous le régime du comité central du Parti communiste soviétique. Donc déjà, si on est dans un système de libéralisme économique, on valorise ce développement, mais en même temps, on est dans une époque de hyper-sécurisation des frontières. J'ai un collègue américain qui travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on peut concilier le libéralisme économique et puis l'hyper-sécurisation des frontières? Le budget de Frontex, son directeur a été viré, entre guillemets, même si ça ne se dit pas dans ces lieux aussi dorés que là où je suis, mais par la Commission européenne, M. Leggeri, qui est le numéro 3 des élus du Rassemblement national au Parlement européen, parce qu'il avait fait du pushback, ce qu'on appelle repousser les bateaux. Il était le directeur général de Frontex avec 400 morts au large de la Crète, par exemple. Donc, en fait, pourquoi cette hyper-sécurisation alors qu'en même temps on est dans un système de libéralisme économique, qu'on a besoin de migration, l'Europe vieillit comme on le dit, et comme ça s'est avéré d'ailleurs, et donc on va continuer à avoir une dépendance à l'égard de la migration internationale, comme le Japon, comme la Russie, comme toute l'Europe de l'Est, comme beaucoup de régions dans le monde, et donc il serait logique d'avoir une autre politique, parce que l'essentiel de la politique migratoire, c'est du sécuritaire. Si on regarde la politique européenne telle qu'elle a été développée à travers le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui était annoncé en 2020, il n'a été adopté qu'en 2024, après des années de négociations
à 27, et il y avait 10 points qui avaient été choisis par la Commission comme objet de débat et d'acceptation, même si c'est un pacte, donc c'est pas un traité, il n'engage pas les États, mais il donne des lignes générales pour l'ensemble de la politique européenne. Eh bien, la discussion n'a porté que sur 4 points, qui ne portent que sur l'asile, et si on ne traite que de l'asile, on ne traite que de la moitié de la question de l'immigration, parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle une crise de l'asile? Parce que on est dans un contexte d'immigration fermée. L'immigration de travail est fermée en Europe, sauf en Allemagne qui a ouvert ses frontières à l'immigration de travail parce qu'elle en a besoin, de fermeture de l'immigration de travail salarié. Comment est-ce qu'on peut fonctionner sur une décision qui date de 73 dans les pays du Benelux et de 74 en France avec une immigration de travail fermée? Et c'est le cas de beaucoup de pays européens. Donc le résultat, c'est que les gens vont chercher d'autres moyens d'entrée parce que beaucoup sont ce qu'on appelle des flux mixtes, des gens qui correspondent à la fois à un profil de travail, mais aussi parfois qui fuient des situations intenables et donc qui rentrent dans ce qu'on appelle l'asile. Et donc la demande d'asile est, disons, accrue par le fait qu'on ne peut pas entrer pour travailler. Moi j'ai connu il y a fort longtemps une époque où les gens venaient, repartaient, etc., parce qu'ils pouvaient travailler légalement et repartaient chez eux, revenaient éventuellement, etc. Ce qui a été le cas pour l'Europe de l'Est. On a eu une leçon magnifique avec les pays de l'Est, puisque quand ils sont entrés dans l'Union européenne, progressivement, on a vu une migration de circulation. Parce que les gens, en fonction de la conjoncture, vont travailler, repartent chez eux. Ça n'a pas été du tout l'invasion qu'on a annoncée au début dans la presse. On a eu une circulation migratoire. C'est le cas pour tous ces gens qui sont entrés dans l'Union européenne depuis les années 90 jusqu'en 2014. Les derniers étaient les Roumains. Et donc, en fait, pour le Sud, non, il n'y a aucune autre solution que de contourner. Donc, soit on a la possibilité d'entrer par l'asile, et l'asile a beaucoup augmenté ces derniers temps. Pourquoi? C'est pas à cause de l'Europe, c'est parce qu'il y a des quantités de crises qui se sont trouvées sur notre planète, avec des chiffres de réfugiés jamais vus. Les Afghans, 6,5 millions, les Vénézuéliens, je vais bientôt m'arrêter, les Syriens, bien sûr, à peu près le même chiffre, 6,5 millions, etc., des chiffres considérables. Et donc, ce phénomène est structurel. Donc les raisons de l'immigration sont structurelles du monde. Les inégalités du développement humain, l'asile, la difficulté d'entrer légalement, ça dépend du passeport. Il y a des gens qui ont des passeports qui ne valent rien, comme ils disent, puisqu'on peut entrer que dans 20 pays, alors qu'avec le nôtre, on entre dans 185 pays sans visa, par exemple. Et donc la seule possibilité, c'est les passeurs, avec des situations très difficiles à gérer à l'échelle des points de passage. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même l'année dernière, je terminerai là-dessus, on a eu 4000 morts en Méditerranée, on avait dépassé les 3000 en 2022, donc jusqu'où ira-t-on dans cette gestion un peu erratique des migrations. Donc je terminerai sur le fait que le pacte n'a pas réussi véritablement à trouver une solution de compromis, même s'il y a eu quelques accords, mais on n'a pas changé le droit d'asile, etc. Tout ce qui était annoncé n'a pas été réalisé parce qu'il y avait le veto de la Hongrie, le veto de la Pologne, etc. Le contexte dans lequel on est disons, lié au fait que les décideurs ne tiennent pas du tout compte des analyses des grandes organisations internationales, des travaux de recherche bien sûr qui existent depuis 40-50 ans aujourd'hui, et de toute une série d'éléments aussi qui vient de l'économie. On n'entend plus du tout le patronat aujourd'hui comme acteur dans la prise de décision concernant l'immigration. On ne regarde que les sondages, on ne regarde que ce que dit l'extrême droite pour s'aligner plus ou moins sur ce qu'elle dit pour essayer d'avoir des électeurs de ce côté-là. Et donc, nécessairement, les politiques d'immigration échouent dans un contexte mondial qui est un contexte structurel avec d'autres facteurs de départ qui sont les déplacements environnementaux, qui sont l'entrée en mobilité du monde, parce que le monde, plus il se développe, plus il bouge, parce que la mobilité fait partie de la modernité. Merci.
Merci beaucoup, madame. Je vais demander à Dominique Carouédan de présenter l'orateur suivant, M. Luciano Sasso, qui s'exprimera en anglais, qui est une nouvelle langue de l'Italie, et qui va... son exposé sera partiellement traduit par Dominique Carouédan, si elle le veut bien, et si M. Sasso nous y autorise, en accord avec notre président. Alors, merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur Gentilini, chers collègues, bonjour. En fait, Monsieur Sasso va s'exprimer en anglais. Madame la directrice de cabinet m'a dit que c'était habituel, que ça poserait pas de problème. S'il y a des problèmes de compréhension, en plus, Monsieur Sasso s'efforcera de parler doucement et a des diapositives. De toute façon, sur certains points, je suis à votre disposition pour traduire. Voilà, je vous remercie. So, it's a great pleasure to be here today with you. Unfortunately, my French is not good enough to give a talk. I mean, I speak a bit of French in case of emergency. So I understand a bit of French and I speak Italian, so our languages are not too far away, but still for professional use, I feel better if I speak English, but I will speak very slowly, and then I hope, if you have any question, you can make questions in French. I will certainly try to reply. So I have some slides. So I'm a professor of pharmacology at Sapienza University of Rome, which is a large university in Italy, research intensive and also quite strong in medicine. Next one. I just asked for they will change. Okay, first point is that Sapienza is a member of the so-called M8 Alliance, which is an alliance of institutions in health that is coordinated by Charité. That's a French name for this beautiful university in Berlin, and is a strong alliance of health centers all over the world that organizes the World Health Summit. So can you go back to the previous one, please? Previous one, back, okay. So this meeting is very important for global health, is always in Berlin in October. So for colleagues interested in global health and some of the issues that I will talk about today, this is a very important meeting to attend. There are several thousand colleagues from all over the world meeting in Berlin. Next, please. And this is the M8 Alliance. There are institutions in many different countries, and the main scope is to really collaborate on global health. Next. So, talking about migrations, we have to say that, my colleague before me is an expert, and she already mentioned many important aspects. So we have to remember that, migration is actually embedded in our species. Our species migrated since the very beginning. The estimation is that probably 10,000 individuals left Africa 60, 70,000 years ago. Very small group of very brave individuals. Without this courage of these people, we would not be here today to talk. So this migration is what saved us from, probably it was a big climate change, we don't know what actually pushed Homo sapiens to leave Africa at some point, but we are the grandchildren of these very brave people. And they migrated everywhere in the world. Next, please. Also, in our culture, I believe in the Greek and Roman roots of our culture. Hospitality was a very important value. Nowadays, our society is richer than the society, that is related to Ulysses here, 3,000 years ago. So, people, when we studied in school, the Ulysses were arriving, usually naked, dirty,
not very clean, you know, and then they were giving food, wine, bread, etc., and then they were, on the next day, they were asking him, who are you? So first hospitality, and then they were discovering that he was a king, you know, trying to go back to Ithaca, etc. But first hospitality. So that was a value, very important. You know, we studied that, you know, in many Greek tragedies, lack of hospitality was leading to very hard punishments. You know, many people were punished because they were not hospitable, or they were violating the rule of hospitality. Next, please. Also, we have to remember that, you know, the pilgrims, there was a very strong tradition for many centuries of pilgrims trying to reach, in this case I give priority to Rome, but of course we also have Santiago de Compostela, many other places where people were trying to migrate to. And again, these people were dirty, they were not clean, they were hungry, and they were given hospitality for free, okay? So the pilgrims did not pay for the hospitality. It was offered as a duty to them. Next, please. Also, in the roots of a European Union, and you know, France, Italy, West Germany, and Benelux, you know, we are the founders of the European Union. Sometimes we forget. Many Italians do not remember that the Treaty of Rome was signed in March 1957 in Rome. So many, if you ask many, especially young Italians, they do not know that Italy is a founding member of the European community, it was called at that time, together with these countries. And it was not easy because the Second World War finished just a few years before. So there were some visionaries, you know, Schuman, Adenauer, De Gasperi. These are considered the fathers, you know, of European Union, and there were people with a vision, you know, and they started, as you know, with this treaty. No, please do not move this slide. Go back. They started with this treaty called Coal and Steel. The idea was coming from Jean Monnet, you know, before actually Schuman. So Schuman gave this very famous speech, but the original idea was coming from Jean Monnet. And coal and steel, why? Because coal and steel are necessary to make weapons. So, I mean, after the Second World War, the idea was to avoid another war, mainly between France and Germany. And Italy played an important role in this treaty. But Italy does not have coal, and at that time was not producing steel. Dominique, can you translate coal and steel? Okay, so Italians did not have this. So why Italy was playing a role there? Because we had people, very poor, willing to migrate. So on the plate, Italy put the migrants, and actually we allowed many people from the south mainly to emigrate to northern countries, to Belgium, to Germany, etc., in very hard conditions. These people were very strong farmers, but people say that they were crying in the evening because of the hard work in the mines. So this is the origin of European Union, and there's not Middle Ages. This is something that happened, you know, a few decades ago. So this is important to remember. Next, please. This is the Treaty of Rome. I move on, thanks. And look, I mean, this is 1958. Again, it's not Middle Ages. Europe was completely different. This is the beginning of the European community with the founding members. Next, please. And then see, in a few years, you know, we managed to create something that, you know, it's amazing. We have a Schengen agreement, you know, people can move freely, you know, between many countries. In this map, we can see countries that even until 1991, they did not even exist. You know, the Baltic republics, ex-Yugoslavia, etc. So
Europe really changed a lot in the last few decades in a way that we could not even imagine before. Next, please. Also here, I will not say in detail, but just to mention some numbers are important to remember. So the blue line are the Italians migrating to Belgium, okay? If you look, the peak of migration is more than 250,000 people per year, okay? If you look at the numbers of migrants coming to Europe now, we say, ah, there is a big crisis, okay? Now in Italy, in France, etc. Big crisis now, because we have 50,000 people coming to a region that has more than 400 million people. Okay? Only from Italy to Belgium, the numbers were 250,000 per year. Next, please. To Argentina, the Italians were migrating with numbers more than 900,000 Italians per year only to Argentina. Okay, Italy was a smaller country at that time. It's a huge number. So that was really a very huge migration. Not the migration to Europe now is not very relevant in a quantitative way. The numbers are small. So this has to be said from the scientific point of view, because politically, always they say, ah, this is an invasion. So it's not an invasion. This is a very small number of people coming to Europe compared to the migrations that are, you know, and my colleague before mentioned, is much higher in other areas of the world. In Europe, the number of migrants are in very small number, and even many countries have a demographic decline. So actually they will need migrants to keep the population steady. Next, please. So these are just some numbers, but we can go quickly. So more than 100 million, displaced, forcibly displaced, because, the definition of migrants is also not easy. But basically, as it was said before by other colleagues, also Professor Gentilini, I mean, you leave home because you cannot stay home. Otherwise, everyone will stay à la maison, will stay at home, will not leave. So if you leave, you have a reason. Very often it's a very, difficult reason. Next, please. This is an important paper that was published in Nature, in 2016. This is related to this big migration crisis of 2015. At that time, many countries were very generous, and the country most generous in total was Germany in terms of numbers. So they hosted a very high number of migrants. And also Sweden. Sweden is a small country, and they hosted actually in this number 142,000. Italy was not very generous. It's 100,000 people for a population of 60 million. But I remember at that time the politicians would say, invasion of Italy by migrants, etc. One of the effects that we see even today is the political shift to the right. In many countries this happened because we can actually go back to this crisis in 2015 to explain the shift to the right of many countries. Sweden, in Germany, AfD, this right-wing country, right-wing party, basically in 2015 did not exist. It was a very, very small group of people. Now it's a strong party in many landers in Germany. Next, please, and the slides can be available afterwards. So I go quickly on some numbers, but again, here, just to tell you that the numbers are small. So we are talking about, here you see this number is 200,000. So you see, just as an idea, we are talking about, for an area of the world like Europe, there are small numbers. Next, please. And this is important to see. The Mediterranean, for the Romans, was Mare Nostrum, our sea, This our sea is actually a place where people die. The mortality to cross the Mediterranean is estimated between 4 and 5%. So imagine
you take a plane with 300 passengers, okay? 15 passengers will die before reaching the destination. Would you take a plane like this? You would not start a trial, but these people are desperate, so they start, and they know the 3, 4, 5% of them will die in the Mediterranean. The Mediterranean is not the middle of Atlantic. We can save these people. We can go and actually avoid this death. But the Mediterranean is a very deadly, route. And I will, I don't have much time. I will go quickly. So next, please. Again, some numbers, to say really the number of deaths estimated is very, very high. Next, please. So Europe is a fortress. So we don't, in English we say walk the talk. So you say something and then you have to do what you say, okay? We don't walk the talk in Europe according to our values. Next, please. Next. And then again, some other numbers, but I can go fast here. This is also related, but I just want to say a word on the agreements that we are doing with some neighboring countries. But these neighboring countries are not respecting human rights. Sometimes we're talking about Libya, sometimes also Tunisia, sometimes also Turkey. So we make an agreement to say stop the migrants there, but they are not respecting the human rights. So we delegate the problem outside Europe. Next, please. We can go next to the next one. Sorry, I know time is. Okay, just want to show here quickly. This is a controversial picture just now for the Euro Cup. Okay, in the Euro Cup, actually people are fans of many players who are not blonde with blue eyes. This just happened. Next, please. I just go quickly here to show you the Netherlands between 1974 and 2004. They were all white. Now they are not anymore. Next, please. I will just go quickly. This is Belgium, 72, 2024. And next one, Italy is not doing well. I mean, it just is out of the cup. Anyway, France, 74. So just to say that people are fans of this. So why we accept diversity in soccer, in football, we accept diversity, but we don't accept diversity in our society. This is something to reflect about. Next, please. They don't have time to elaborate, but there is a new pact that actually was just approved in the European Union. This is also controversial, but I don't have time to talk about it. Next, please. And then I will go quickly here. Next, please. Yeah, because this is basically the idea is some countries can pay to reduce the number of migrants. So this is a mechanism that is quite controversial. And also we have to say some countries have been very generous with migrants. For instance, Poland has been very generous with Ukrainians coming. So they hosted millions of people from Ukraine. But they did not want 10,000 people from the south. Why? Pourquoi? This is the answer is left to you. Why they accept 2-3 million people from Ukraine and not 10,000 from the south? Maybe the color of the skin can play a role. Sometimes. Next, please. Next, I will just close in a few seconds, and then next, maybe the slides will be available. Next, because it was a bit longer presentation. Next. Yeah, because I don't have much time, so next I will close. Yeah, I will close very soon. Just very quickly, I want to one point. I will take 1 more minute. Again, in this paper that I mentioned, this is interesting. It published in Nature, is one of the best journals in the world, about the troubled minds of migrants. So, these people, when they come to Europe, they are traumatized, many of them. So, next, please, very quickly. Okay, in this paper, they demonstrate, that in this case, a very high percentage of the migrants, they actually saw, I give you just one number, they saw dead bodies, okay? People come to Europe, and during the journey, they saw dead body. How many of us saw a dead body? Unless you are a physician working in the hospital,
50-60% of the people, they saw dead bodies, and many of them, they were their relatives. Another slide, please. Here, this is about psychosis. So this was a comparison between Swedish-born, non-refugee migrant and refugee migrant. So in this case, the level of trauma for the people coming to Europe again is very high. This is related to the 2015 migration. So when you see some of these people committing crazy things, it's because some of them are also traumatized, because they come through a very traumatic journey. Next, please, and then I will stop very close. I stop here. Thank you very much for your attention. Alors Dominique, vous voulez faire quelques commentaires ou résumer, ou rappeler les principales remarques que vient d'émettre notre confrère italien. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Professeur Gentilini, cher maître, Madame les académiciennes, Messieurs les académiciens, chers collègues. Merci beaucoup à nos intervenants d'avoir fait une très belle présentation. C'est pas terminé, je dois en faire une aussi. Mais donc, pour aller très vite sur la synthèse un petit peu des points forts de la présentation de Luciano Saso, donc de l'université de Sapienza, et qui est membre de cette alliance de la charité à Berlin. Et Luciano est très actif dans l'organisation du Sommet mondial de la santé à Berlin chaque année, au mois d'octobre, sur les questions de santé mondiale et donc plus spécifiquement sur les questions de santé migratoire, de migration. Alors, les migrations sont enracinées dans notre espèce. Homo sapiens a migré partout dans le monde. Dans les racines grecques et romaines, l'hospitalité est un trait fort de la culture. Au début, bon, ils sont affamés, assoiffés, les migrants ont voyagé, ils sont épuisés, ils sont accueillis, puis ensuite on leur demande qui on est et on a un dialogue avec eux. Alors, les pèlerinages aussi sont vraiment un facteur de migration très important à travers les siècles. Et puis, Luciano a rappelé les racines, les pays fondateurs du traité de Rome en 1957, de Rome donc en Italie. L'Italie est évidemment un pays fondateur de la communauté économique européenne à l'époque, de la communauté donc, du charbon et de l'acier, qui devient la communauté économique européenne, avant de devenir l'Union européenne, selon les différents traités fondateurs de l'Union européenne et de l'adhésion des membres successivement. Donc la France, la Belgique, l'Italie, entre autres, sont pays fondateurs de l'Union européenne. Alors, Luciano a insisté sur les personnalités fondatrices, Robert Schuman, Eisenhower, Jean Monnet. La France est extrêmement présente. L'Italie, ils sont extrêmement présents dans cette idée européenne. Donc, et qui est d'abord économique au départ, avant de devenir très tardivement et seulement très récemment politique et affaires étrangères. Après, donc, on a l'espace Schengen qui autorise la circulation donc, de celui qui rentre dans l'espace Schengen dans les autres États membres de l'espace Schengen. Et puis, Luciano a insisté sur les nombres. En fait, quand on regarde la migration des Italiens vers la Belgique, c'était 250 000 personnes. C'est pas juste quelques personnes, c'est pas des dizaines, c'était des centaines de milliers de personnes. Les Italiens qui vont en Argentine, c'est 900 000 personnes par an. Voilà, c'est un petit peu le contexte quantitatif qui a été présenté et qui souligne le fait qu'en fait, actuellement, en dépit justement de la croissance mondiale démographique très, très impressionnante, finalement, les phénomènes migratoires restent, comme l'a dit professeur Catherine Vittel-Vanden, régionalisés beaucoup plus que ce qui est dit. Je voudrais citer les travaux de François Héran, pendant que nous y sommes, qui tient une chaire au Collège de France, Migration et Société, et qui se bat
contre les idées reçues, qui publient, ce sont des scientifiques, ces professeurs, Catherine Vitol-Vanden, Luciano Saso, François Héran et d'autres, des scientifiques. Donc, nous avons des scientifiques, nous avons des données et nous avons des études. Donc, fondons-nous là-dessus. Voilà. Donc, j'espère avoir été fidèle aux propos de Luciano, qui a fait remarquer l'externalisation aussi des problèmes d'immigration à l'extérieur de l'Union européenne, avec les problématoires donc vers la Libye et la Tunisie, mais aussi toutes les relations évidemment entre la Turquie et l'Union européenne pour l'entrée sur les territoires de l'espace Schengen. Luciano a insisté sur le fait, et je vais en parler également, sur le fait que l'Union européenne a accueilli en fait plus de 7 millions d'Ukrainiens dans les différents États membres, alors que donc depuis 2022, l'invasion de l'Ukraine, et très rapidement dans l'année 2022-2023, alors que quand on parle de 1 million de personnes qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, de Syrie ou de Proche-Orient, en 2015, on parle d'une crise majeure en Europe, etc. Alors, pendant que j'y suis, puisque je n'ai pas parlé des aspects juridictionnels, juste sur ce point, la directive européenne qui date de 2001 et qui définit la protection temporaire, donc c'est une protection de demande d'asile qui est octroyée très rapidement à l'arrivée des personnes, donc date de 2001, le texte a été appliqué pour la première fois en 2022 dans l'Union européenne, la France en particulier, pour accueillir les personnes venant d'Ukraine, et il n'a pas été appliqué donc pendant les 20 années précédentes, et notamment pendant la crise de 2015 pour toutes les personnes qui venaient des autres pays. Voilà, j'espère, Luciano, avoir été fidèle à vos propos. Et voilà, je ne sais pas si vous me donnez la parole, professeur Gentilini, je vais faire ma présentation. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut encore applaudir notre confrère. Oui, Luciano. Et Dominique, puisque vous êtes au pupitre, vous y restez. Pour la troisième et dernière communication, le débat aura lieu sur les 3 présentations au décours de celle-ci. Donc je vous donne la parole, Dominique, et je vous rappelle que vous n'aurez pas plus que les autres 15 minutes pour vous exposer, un tout petit peu plus. Je vous remercie, Monsieur Gentilini. Je vous remercie, chers collègues. Alors, j'ai déjà réduit de moitié ce que je voulais vous dire, parce que je devais traiter des aspects médico-sociaux des demandeurs d'asile qui viennent d'arriver en France, puisque c'est une partie de mon métier, je suis médecin, et d'autre part des aspects juridictionnels de la demande d'asile en France, puisque j'ai été désignée donc par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies pour siéger à la Cour nationale du droit d'asile. D'ailleurs, je salue une consoeur, madame, que j'aperçois, donc consoeur désignée par le Conseil d'État. Et nous siégeons ensemble. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer d'aller clairement sur des choses très pratiques, sur comment ça se passe, donc les aspects juridictionnels de la demande d'asile en France. Alors d'abord les textes, c'est très simple. Les conventions pour la demande d'asile. Je ne parle pas des autres migrants. La distinction, elle doit être très claire tout de suite. Je parle seulement des demandeurs d'asile. Alors, les textes de droit, ce sont les conventions de Genève de 1951, le statut du HCR, justement, de 1950, la directive qualification de l'Union européenne, c'est un droit européen également, de 2011, et puis la protection temporaire, donc la protection temporaire de 2001. Ces textes internationaux, Convention de Genève, droit européen, sont transcrits en droit français dans le CESEDA, qui est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Voilà, vous ouvrez le site internet du CESEDA aujourd'hui, actualisé au 7 juillet, je l'ai fait ce matin, et vous avez le droit d'asile en droit français qui intègre le droit, les traités internationaux auxquels que la France a ratifié ou signé et a adhéré.
Alors, pour la Convention de Genève, les motifs conventionnels de protection internationale des demandeurs d'asile sont au nombre de 5. Vous avez des personnes qui sont persécutées pour opinion politique. Mais ce n'est pas seulement politique, justement. On a tendance à penser que ce sont des réfugiés politiques. C'est un critère. Deuxièmement, parce qu'ils sont persécutés en raison de leur religion. Troisièmement, en raison de leur nationalité. Quatrièmement, en raison de leur groupe ethnique. Les textes initiaux parlent de race. Aujourd'hui, on parle du groupe ethnique. Tutsi, par exemple, Hutu, groupe ethnique. Ou cinquièmement, de l'appartenance à un groupe social, comme l'homosexualité. Vous êtes en Ouganda, vous êtes homosexuel, vous êtes condamné à la peine de mort. La loi est passée il y a quelques mois. En Jamaïque, vous êtes assassiné dans la rue parce que vous êtes homosexuel, etc. La France a décidé de protéger aussi ces personnes persécutées en raison de leur appartenance à ce groupe social. Le mariage forcé, s'extraire d'un mariage forcé pour les femmes. Les fillettes ou les jeunes femmes à risque d'excision, par exemple, sont des groupes sociaux. Donc voilà les 5 critères de protection conventionnelle pour l'asile. À cela s'ajoute ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est une protection internationale délivrée sur la base de 3 critères et qui figure justement dans la directive qualification de l'Union européenne. C'est le droit européen qui a défini la protection subsidiaire au travers de cette directive qualification. 3 critères encore. 1, vous risquez la peine de mort au retour dans le pays. 2, la torture, des traitements inhumains et dégradants. 3, un risque d'atteinte grave ou de mort dans un contexte de conflit généralisé. Qui que vous soyez, vous retournez dans un pays en guerre généralisée, vous risquez la mort, vous êtes protégé en France. Ça s'appelle la PS1, PS2, PS3. Les 3 critères que je viens de vous donner. La protection temporaire, j'en ai parlé à propos des Ukrainiens et des Ukrainiennes surtout et de leurs enfants qui ont quitté le pays et qui ont été 6 ou 7 millions à se déplacer dans les États membres. Alors, pourquoi eux et pas les autres? Moi, je ne vais pas m'engager sur cette question. Il y a eu des discussions, évidemment. On ne peut qu'adhérer à l'idée que c'est injuste. Pourquoi? On a appliqué la direction temporaire, la directive de protection temporaire pour les Ukrainiens et pas pour les Syriens, et pas pour les Afghans, et pas pour les Africains ou d'autres peuples dans la même situation qui fuyaient des guerres. Alors, l'enregistrement de la demande d'asile, je vais peut-être, ça vous le trouvez assez facilement sur les sites. Ce qui me paraît important comme étape, c'est que ça se passe dans un guichet unique dans une préfecture. On vous donne un récépissé qui, en fait, vous régularise. Les demandeurs d'asile qui sont enregistrés sont des gens en situation régulière sur l'État français. Ils ont des droits. Ils ont immédiatement droit à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, qui n'est pas l'aide médicale d'État. Ça, c'est autre chose. Les demandeurs d'asile ont leur carte vitale, ont droit au régime général de l'assurance maladie. L'aide médicale d'État est octroyée pour les personnes en situation irrégulière, sous conditions de ressources, etc. Mais ça relève d'un autre statut administratif. Alors donc le récépissé donne droit, c'est un titre de séjour provisoire si on veut, les enfants sont scolarisés, quel que soit le statut, l'école est directement autorisée. Et puis donc sont accompagnés, les demandeurs d'asile sont accompagnés dans la procédure pour remplir un formulaire qui va être présenter leur demande d'asile à l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA, qui est la première étape administrative. Ils ont 21 jours à partir du moment où ils sont enregistrés pour remplir ce formulaire et le faire réceptionner. Alors, la décision de l'OFPRA, ils doivent aussi définir la langue. Demander là tout de suite la langue dans laquelle ils veulent être entendus lors de leur entretien à l'OFPRA, puis lors de l'entretien à la Cour, s'ils sont rejetés à l'OFPRA,
et qu'ils font appel à la Cour. Ça, c'est important, la question de la langue. Et il y a un interprète, bien sûr, dans les deux institutions. Donc, je récapitule. OFPRA, CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Troisième institution, la cassation. Mais la cassation, s'il y a un rejet à la Cour, ne se prononcera que sur une question de droit et pas sur l'histoire, pas sur le parcours, pas sur le fond. Uniquement sur une question de droit. Donc, en fait, si une personne a un rejet à la Cour, c'est terminé. Sur le fond, c'est terminé. On ne reconnaît pas que cette personne réunit les critères d'éligibilité à une protection internationale de la France. Ce qu'il faut savoir au niveau européen, c'est qu'il y a une tendance et une volonté d'harmoniser la jurisprudence de la demande d'asile selon les pays d'origine. Et il y a donc l'Agence européenne de l'asile, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, qui fait un énorme travail dans ce sens, en direction des juges nationaux, de toutes les administrations à différents niveaux, pour que ce soit équitable la demande d'asile, que les critères soient quand même communs, puisqu'ils existent, ils sont partagés dans les conventions de Genève et la directive qualification de l'Union européenne, donc que tout ça, ça soit harmonisé. Et il y a production de beaucoup de documentation à la fois à la Cour, à la fois à l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile, et au niveau européen, parce que tout le monde ne connaît pas les pays d'origine et que la documentation est actualisée au plus proche du moment où on va entendre les personnes. Alors, en cas de rejet, moi je me concentre sur ce qui se passe à la Cour, puisque c'est là que je suis avec ma consoeur qui est ici. Nous sommes donc, voilà la configuration. Il y a le requérant qui vient d'être débouté, donc de sa demande à l'OFPRA, ministère de l'Intérieur. Il est avec son avocat et il est avec un interprète. Ils sont devant nous. Nous sommes 3 juges, juge des Nations Unies, le magistrat président, juge désigné par le Conseil d'État. À côté de nous, un rapporteur qui va nous faire la synthèse de la situation, à la fois dans le pays d'origine, mais aussi du point de vue juridique, sur le dossier. Et puis on a la secrétaire d'audience qui fait un travail fantastique, qui passe presque inaperçu, mais qui fait que toute la journée, le déroulé de l'audience et des requérants et des interprètes et des avocats va se passer de manière magique dans les temps, tout au long d'une journée. Et on en reçoit jusqu'à 13 dans la journée, ce qui est énorme. Les 3 juges ont voix égale pour discuter. Alors, la plupart du temps, je dirais que dans le délibéré, alors d'abord l'enjeu. L'enjeu pour nous, c'est bien évidemment d'apprécier l'éligibilité, c'est-à-dire la véracité de ce qui nous est raconté. Alors, ça repose sur beaucoup de choses. On a le dossier depuis le début qui a été présenté à l'OFPRA. On a des documents en plus, puisque la personne fait appel, il y a des mois qui se sont écoulés, produit d'autres documents. Donc, on réduit quand même à la Cour le risque de se tromper, mais on peut toujours se tromper. Il faut en être conscient. C'est très difficile de juger juste des situations comme ça. Et on peut sortir de la Cour en se disant, est-ce qu'on a bien fait de donner ce statut? Est-ce qu'on a bien fait de ne pas le donner? Des situations où on ne sera jamais sûr. C'est trop compliqué. Mais on fait au mieux avec tout ce dont nous disposons. L'atout côté HCR, mais aussi côté Conseil d'État, c'est que nous connaissons beaucoup des pays d'origine. Moi, j'ai travaillé dans 26 pays d'origine des demandeurs d'asile en France. Donc, je connais bien aussi les problématiques des femmes, des fillettes à risque d'excision, les questions médicales, sanitaires, et notamment mentales, dont a parlé le professeur Luciano, pour apprécier à la fois en audience dans quelle situation se présente la personne, et puis ce qu'on produit comme documents médicaux. Il faut pouvoir les apprécier aussi. Les certificats médicaux,
ce qu'ils disent, à quel moment du parcours, est-ce que ça concerne le pays d'origine, est-ce que ça s'est passé sur le parcours, parce que la protection internationale, elle va vraiment rendre, la personne va être éligible en fonction de ce qui s'est passé dans son pays d'origine, pas sur son parcours. Ce sont des parcours dramatiques, très violents, épouvantables, mais le droit d'asile, la protection, va être donné par rapport à ce qui s'est passé pour cette personne ou non dans son pays d'origine. Voilà. Donc, il faut... Bon, c'est pas facile, il faut déjà que je me taise. Alors, le délibéré, nous sommes 3 voix et gages, porte fermée, immédiatement à la fin de la matinée ou à la fin de la journée. Et la lecture, donc on a encore 3 semaines après cette journée pour revenir sur le délibéré, la décision qui a été prise en audience, pour revenir sur certains arguments. Ça peut arriver, en général, on est tous d'accord à la sortie, mais si le lendemain, 2-3 jours après, on se dit quand même ça, on peut revenir sur, en concertation évidemment, tous les 3, sur une décision qu'on a prise. A posteriori, on peut revenir dessus pendant les 3 semaines. Voilà. Après, on peut répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci, madame. Je reprends la parole juste un instant pour dire qu'après ces 3 excellentes interventions, nous arrivons au moment de l'échange avec la salle. J'ai demandé au professeur Gentilini d'animer le débat. Il a bien voulu accepter de le faire. Alors il va le faire et il vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on va ouvrir le débat. C'est-à-dire qu'il est actuellement 16h20. On doit terminer avant 17h. Donc, je vous propose de demander la parole si vous souhaitez la prendre, de vous nommer, de vous en tenir à une question et pas à un exposé supplémentaire, et à préciser à qui s'adresse votre question. Qui souhaite prendre la parole pour montrer que je me suis bien exprimé? Personne, si. Ah, monsieur. Oui. Le micro. Roland Pourtier, président honoraire de l'Académie. C'est pour Madame Catherine Vittel de Wenden. Je connais vos travaux et j'ai beaucoup apprécié votre exposé dans le temps imparti. Mais on est obligé évidemment d'aller dans les généralités. Mais je suis toujours un peu gêné, c'est comme avec François Héran, que la question des stocks de migrants soit un peu esquivée. Parce que pour le public en général, la perception des migrants, ce n'est pas uniquement les flux, sauf quand il y a des flux massifs comme en 2015, mais c'est aussi l'accumulation depuis des décennies, donc le stock de migrants, et pour les gens qui vivent dans des quartiers périphériques des grandes agglomérations, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on ressent, et c'est ça qui alimente aujourd'hui les positions de partis extrémistes. Et donc je pense qu'il faut vraiment, s'il vous plaît, que vous nous donniez davantage de précision sur toute cette question du stock qui est compliquée, parce que jusqu'où on remonte, puisque les gens ont été naturalisés français, puisque la première génération, deuxième génération, troisième génération, c'est un problème extrêmement complexe, et je souhaite que vous nous donniez quelques précisions là-dessus. Madame demandait peut-être reprenez le micro. Merci. On entend bien sur cette question. Et votre réponse. Voilà, merci beaucoup en tous les cas de m'avoir posé cette Qui question. sera aussi brève que la question. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais peut-être que ça a été noyé par les flux, si j'ose dire, pour employer un terme marin. Alors, les stocks, en fait, moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une moyenne en Europe de 10% d'immigrés. Donc, des immigrés, la définition que je vous ai donnée, des gens qui sont nés dans un pays, qui sont installés dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Alors, ces stocks, donc 10% moyenne européenne, j'ai dit qu'en France, la moyenne était de 10,2
qu'en Allemagne, elle était de 13% de la population, donc ça donne une idée des stocks. À partir du moment où les gens acquièrent la nationalité, ils sont toujours immigrés parce qu'ils sont toujours nés dans un autre pays, mais ils passent dans la catégorie des nationaux. Donc il faut distinguer les chiffres des immigrés et les chiffres des étrangers. Il y a toujours moins d'étrangers. Aujourd'hui en France, on a 7% d'étrangers dans notre pays, 10% d'immigrés, parce que parmi les immigrés, il y a des gens qui ont acquis la nationalité de notre pays. Il y a aussi des gens qui retournent, bien sûr, dans leur pays, pas seulement des gens qui sont renvoyés, mais des gens qui décident eux-mêmes de repartir, qu'il y a beaucoup de départs à la retraite, etc., dans ces migrations. Donc, en fait, on n'est pas dans une situation du Golfe où il y a 80% d'immigrés qui sont là pour travailler. En Europe, je vous dis que la moyenne, c'est 10%. Alors, ce qu'on a souvent tendance à mélanger dans beaucoup de débats, c'est des gens qui sont immigrés et des gens qui sont perçus comme immigrés mais qui ne le sont pas. Il y en a beaucoup qui sont nés sur notre sol et qui ont acquis, très souvent, on est en plein débat sur la double nationalité, qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil. Donc on mélange les jeunes issus de l'immigration, qui pour la plupart sont français, qui sont nés sur notre territoire, avec des gens qui sont immigrés au sens de la mobilité qu'ils ont réalisée pour venir jusque chez nous. Donc ce sont des choses très différentes, puisque dans le recensement, on considère d'un côté les étrangers, de l'autre côté les nationaux. Il y a aussi une façon de mesurer, bien sûr, les immigrés, mais beaucoup confondent les générations issues de l'immigration avec les immigrés qui, eux, ont fait le voyage, si j'ose dire. Ça, c'est un premier point. D'autre part, en France, il y a une visibilité qui est un peu accrue, comme dans beaucoup de pays européens qui ont une histoire coloniale. Les gens qui sont visibles ne sont pas tous des immigrés, ce sont des gens des Antilles, qui viennent de la Réunion, qui viennent de Mayotte, qui est devenue française assez récemment, etc. Donc on a d'autres populations qui sont des Français, parfois depuis très longtemps, plus longtemps que les Savoyards, il ne faut pas oublier pour les Martiniquais et les Guadeloupéens, mais qui sont perçus comme des étrangers parce qu'ils sont dits visibles et donc ils sont traités comme tels, et un certain nombre de discriminations sont également perpétrées à leur égard. Donc voilà ce que je voulais rappeler, mais il y a une très grande inégalité de la présence immigrés selon les pays européens en termes de stock et aussi en termes de flux. Voilà. Une autre question? Oui. Oui, bonjour, je suis le général Lang, j'appartiens à la première section de l'Académie. Hier, c'était les élections en Grande-Bretagne. J'ai observé une des diapositives du professeur Sasso. La Grande-Bretagne crie très fort, mais j'ai vu qu'elle avait accueilli 40 000 personnes, ce qui n'est pas énorme. Deuxièmement, sous question, la politique qui consiste à sous-traiter avec le Rwanda pour évacuer ces émigrés moyennant rétribution financière, quel regard portez-vous là-dessus? Est-ce que c'est une voie d'avenir ou est-ce qu'au contraire, il ne faut surtout pas aller dans cette direction? Je ne sais pas à qui cette question pour s'adresser plus particulièrement. Yes, so the question was about the slide you showed about the migrants, the number of the migrants arriving in UK, and also about the agreement there is between UK and Rwanda for the asylum procedure. And is that a solution for the future? How do you see that? I did not talk about Rwanda and UK. I mean, I was talking about the agreements with our neighbors. So basically, I did not, because of course UK chose another solution to even have this, agreement with a country in Africa to move people there. And as you know, there was a big discussion there. Maybe also Dominique, you followed, or the other colleagues. So
that's a bit difficult to move people. I was talking about the agreements to stop the people there. So the European Union did agreements, first of all, with Turkey to stop the people there, and very recently with Tunisia. So we don't move people there, but we stop them there. So basically, the idea is to reduce, let's say, recently, my Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, they went to Tunisia, and they were very happy to say, the number of migrants from Tunisia is much less. Hurrah, happy. So why? They stopped them there, but these people are not from Tunisia in many cases. They come from other countries. They come from sub-Saharan African countries, and the same people stopped in Turkey. They're not Turkish. They're people coming through Turkey in that route. So my point, and I did not have much time to elaborate, my point is more a question to all of us to think, is this the correct way to solve the problem? Because, of course, you solve the problem, but the number of migrants will be reduced in this way, but this is not in line with our European values, because the people are kept in conditions that are not according to our values in Europe. So this was more, let's say, a problematic, provocative point, and of course we need a specific conference of several days to debate about, but it's a big issue. So we as Europeans, do we want to solve the problems in this way? No? Italy tried to make this agreement with Albania. Say, okay, we don't want the people, you stop them in Albania. Is this the way to behave? I mean, we should try to solve the problem in a correct way at home. See who is entitled to request asylum, because of course this is also very complicated. Some people are asylum seekers because they have the right to do that. Some others do not have this. If you stop them before they can even ask asylum, that's again not in line with human rights, with European values. So that's a bit the point. The question of, again, UK and Rwanda is even more complicated, and I did not talk about it because it's not European Union. Oui, donc monsieur, c'est bon pour la réponse ou bien est-ce que je traduis? Oui. Alors, professeur Luciano dit qu'il n'a pas abordé spécifiquement la question de l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, que la question plutôt qu'il a abordée, c'est plutôt celle des accords qui sont passés entre les pays de l'Union européenne et les pays extérieurs, comme par exemple l'Italie avec la Tunisie, l'Union européenne avec la Turquie, l'Italie avec l'Albanie, l'Italie avec l'Albanie en ce moment. Toutes ces négociations qui pourraient avoir un effet sur la réduction du nombre de personnes qui arrivent, mais deux questions se posent par rapport aux valeurs européennes. Est-ce que c'est une façon de résoudre la question d'accueil inconditionnel des personnes migrantes, et d'autant plus si parmi ces personnes, il y a des demandeurs d'asile qui, eux, doivent pouvoir être accueillis d'emblée sur le territoire de la demande d'asile. Voilà, c'était un peu l'idée. Bon, moi, je vais compléter cette réponse, si vous permettez. Mon général, il se trouve que j'étais présent aux côtés du général Lafourcade en juillet 1994, si j'ai bonne mémoire, face à Goma. J'ai vu arriver 1 million de Rwandais, apeurés, assoiffés, porteurs ou non de choléra. Ça m'a traumatisé considérablement. Quand j'entends parler du général président du Rwanda, qui est au pouvoir depuis 35 ans, au moins,
et qui ne fait l'objet d'aucune critique, alors qu'on reproche un troisième mandat parfois à certains francophones voisins. Je vois rouge. Et je pense que l'attitude de la France, j'ai fait lire à l'Académie de médecine Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018, je crois, comme membre honoris causa, parce que le travail qu'il fait face au Rwanda, ça continue, le M23, etc., reprend du poids actuellement. Bon, l'attitude qui n'est même plus ambiguë, mais hautement condamnable du dictateur rwandais me choque. Et sa proposition d'accueillir les expatriés d'Angleterre, heureusement qu'il y a eu un lord anglais qui s'est battu, 91 ans je crois, pour que ça ne se fasse pas pour l'instant. Mais ça me choque profondément, c'est une nouvelle forme d'esclavagisme, incontestablement. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Oui, merci beaucoup, professeur Gentilini. Allumez mon micro. En fait, récemment, ce qui pose question, comme en général, le maintien de nos institutions et de leur mandat, c'est le fait que le Premier ministre en Angleterre a signé un nouvel accord avec le Rwanda pour envoyer les demandeurs d'asile là-bas, en dépit de la réponse l'interdisant de la Cour suprême en Angleterre. Ça c'est un vrai sujet. Si la Cour suprême, ça ne compte plus. Si la Cour des comptes, ça ne compte plus. Si un Conseil d'État, ça ne compte plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sujet. Alors, là, il y a un vrai problème de l'état de droit dans nos pays. D'autres questions? Je vous en prie, monsieur. Donc, je vous rappelle, vous vous nommez, vous dites à qui vous vous adressez et vous posez votre question. Alors, je m'appelle toujours Ricardi de Saint-Paul. Voilà. Ma question est destinée aux trois intervenants. D'ailleurs, je les félicite pour leur texte oral. Et apparemment, les trois interventions vont dans le même sens. Et si j'ai bien compris, peut-être n'ai-je pas tout compris, les intervenants souhaiteraient que le libéralisme économique aille de pair avec la libéralisation des entrées sur le territoire, le nôtre et ceux des autres pays, avec moins de restrictions. Et ma question est la suivante: avez-vous fait des projections si on reste en l'état à 10 ans, 15 ans et 20 ans? Et est-ce tenable quand on voit ce que le professeur Gentilini nous a montré comme chiffre, c'est-à-dire que l'Europe, à elle seule, paye 50% de tout ce qui était dépenses sociales? Ça me semble difficile. L'Europe bénéficie de 50% des dépenses sociales. C'est un petit peu différent. Mais alors les trois intervenants, vous êtes interpellés, vous répondez, s'il vous plaît. Si vous avez une réponse à donner. Dominique, Madame de Vandenne. L'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, l'Europe vieillit. Dans la plupart des pays européens, selon les pays, on aura plus d'inactifs que d'actifs, comme en Allemagne, comme la Hongrie, la Pologne, etc., que d'actifs à l'horizon 2050. Que va-t-on faire? Voilà, que va-t-on faire? Qui va remplir un certain nombre de métiers peu qualifiés, moyennement qualifiés ou très qualifiés, qui sont aujourd'hui faits par les migrants?
Donc ça, c'est un problème majeur pour l'Europe. Le coût aussi d'avoir beaucoup d'inactifs pour beaucoup de pays va être colossal. Donc je pense qu'il faut regarder la pyramide des âges, il faut regarder le contexte économique et se dire que de toute façon la migration va se poursuivre. C'est pas nouveau, la migration elle a toujours existé, hein. On avait des chiffres d'immigration dans les années du passé, le gaullisme, on avait des arrivées de 400, 500 000 arrivées par an, la plupart de sans-papiers, pendant la période des 30 Glorieuses. On l'a complètement oublié aujourd'hui, hein, parce que la croissance économique, elle s'est faite aussi avec de l'immigration, parce qu'on manquait de main-d'œuvre. On manque déjà de main-d'œuvre dans beaucoup de pays européens, même si il y a un peu un non-dit là-dessus, mais de toute façon, on aura besoin d'immigration. Ça, c'est très très clair. Et par ailleurs, on a besoin de respecter, ça a été dit, les conventions internationales. On a une convention sur le droit d'asile qui est la convention de Genève. On l'a signée. Il faut la respecter, il faut donner le droit d'asile aux gens qui correspondent aux critères de la Convention de Genève. Il faut respecter la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant pour les mineurs, 1989. Donc les mineurs isolés ont droit à une protection jusqu'à l'âge de la majorité. Le droit au regroupement familial a été constitutionnalisé en France comme dans beaucoup d'autres pays européens. Donc il faut respecter ces engagements et par ailleurs se poser la question de l'accueil raisonnable d'un certain nombre de gens qui correspondent à nos besoins sur le marché du travail. Et je rappelle que le coût de l'immigration, il y avait encore plusieurs articles dans le Monde d'hier soir qui montraient que le bénéfice de l'immigration et son coût arrivait à une somme nulle en réalité, puisque les immigrés ne coûtent pas plus cher qu'ils rapportent. Donc c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte. L'idée du coût de l'immigration est un faux débat, c'est faux, hein. De même que le coût des prestations sociales et médicales est un faux débat. Même l'aide médicale d'État, ça a été montré, elle est très stable. C'est Sarkozy, c'est pas un homme d'extrême gauche qui a adopté cette mesure parce qu'il considérait que c'était dangereux, et là je parle à beaucoup de médecins, de laisser des gens sans soins pour des soins notamment d'urgence ou la prise en compte d'un certain nombre d'épidémies, etc., pour l'ensemble de la population. Ça explique que le chiffre autour, il est entre 800 000 et 1 milliard d'euros pour ces soins d'urgence et ces soins médicaux que l'on donne aux sans-papiers sur une décision de M. Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. Voilà. Et il n'y a pas eu du tout de flambée en la matière. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, ça a été dit hier dans le Monde, n'ont pas accès, faute d'informations, à beaucoup des droits auxquels ils pourraient prétendre. Merci beaucoup. Une autre réponse? Non? Dominique? Oui, alors, moi j'ai deux choses. D'abord, j'ai pas d'idéologie par rapport à ça. Je ne suis pas favorable ou pas favorable. Ça fait partie de mon métier, oui, et en conscience. J'espère les exercer avec déontologie et conscience. Sur la question économique, j'ai un de mes fils qui travaille à Rabat, au Maroc, et qui justement, avec les Nations Unies, l'État marocain a été sollicité par l'Italie, par Giorgia Meloni, qui cherche 450 000 personnes migrantes pour venir travailler en Italie. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très parlant sur la situation dont vient de parler le professeur Victor Levenden. Nous avons besoin de ces personnes qui veulent travailler. Alors oui, je voudrais aussi insister sur le fait que toutes les personnes que je vois à la consultation, avec lesquelles nous avons des entretiens, ne demandent qu'à travailler. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour travailler. Qu'ils soient demandeurs d'asile ou autres, ils ne demandent qu'à travailler. Ce sont des jeunes qui, parfois, ont un emploi au départ, qui économisent et qui vont financer leur voyage et qui veulent travailler. Donc,
Voilà, je trouve que, et effectivement, j'espère avoir insisté là-dessus, je pense très très essentiel que les valeurs européennes, mais aussi les textes fondamentaux, les textes de droit, les conventions, les partenariats entre les États membres et avec les autres, et les relations internationales sur ces questions avec les pays d'origine, se déroulent bien. Et c'est pas. Alors, comme disait un démographe il y a déjà longtemps, la question, comme je suis médecin, c'était la question du family planning et de l'espacement des naissances. Mais c'était déjà trop tard dans une Afrique dont la population est en train de doubler sur 30 ans, en passant de 1 à 2 milliards d'habitants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont venir ici. Ils bougent d'abord en Afrique. La question n'est plus celle-là, elle est encore celle-là, parce que les femmes le veulent, ça c'est une question. Mais la question c'est comment on travaille ensemble et on absorbe, et on absorbe, encore une fois, rapporté à la population, un très petit nombre, un très petit nombre. La France est en bas, vous le voyez sur toutes les études Eurostat, études de Madame Vittor de Venden, de François Héran, toutes les études vous montrent que la France est en bas, dans les derniers pays d'accueil de l'Union européenne pour ce qui concerne la migration. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question. Qui veut prendre la dernière question? Voilà, madame. Je remercie les intervenants, naturellement. La conférence était tout à fait brillante et intéressante, mais il me semble qu'il y a un aspect qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent et qui me paraît tout à fait déterminant et même essentiel, c'est celui de l'éducation. C'est celui en particulier de la manière dont, alors là je m'adresse plutôt à propos des jeunes immigrés, certainement, ils vont être intégrés. Je crois qu'il y a beaucoup de services qui s'occupent, services médicaux, services, enfin, tous les services dont nous avons parlé. Mais en revanche, le problème qui est souvent évoqué parmi la population française, c'est le fait que la nouvelle génération de ces immigrés, donc, semble ne pas très bien comprendre quelles sont les valeurs, alors là je parle de la France, les valeurs françaises, l'éducation en particulier, cet immense domaine qu'est la langue. Je ne parle pas uniquement la langue parlée, mais l'histoire, enfin ce qu'on appelle la culture tout simplement, la culture française. Et c'est ce problème qui me paraît fondamental actuellement. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Dominique? Alors, personnellement, c'est un regret que j'ai pour tous les enfants. Qu'ils soient, je veux dire, ce manque d'éducation sur les questions que vous venez d'évoquer, de connaissances, il est général. Il n'est pas du tout particulier à la population immigrée, pas du tout. Nos enfants n'ont plus de cours sur l'instruction civique, d'énormément sur des sujets très importants dont les connaissances leur seraient très utiles toute la vie. Moi, je ne vois pas de différence. C'est une lacune de notre système d'éducation en général. Nous avons bien conscience de n'avoir traité qu'une partie concernant l'immigration. C'est énorme. Il faudrait plusieurs jours, mais nous n'avons pas le temps pour ça. D'autres vont peut-être s'y attacher d'une autre façon. On verra bien. Je voudrais vous remercier, les orateurs et oratrices, ou oratoreux, je ne sais jamais comment on dit maintenant, de vos exposés. Et je voudrais, avec l'autorisation de notre président, notre secrétaire perpétuel, vous apporter une proposition de conclusion. Elle est en images. Je vous demande la première projection, si vous pouvez.
Oui, vous avez deux cercles rouges. Un autour de Sangatte, l'autre autour de Grand-Sainte. Près de Calais, d'une part, près de Dunkerque, d'autre part. J'ai présidé la Croix-Rouge française pendant 8 ans, président national, et j'ai eu à gérer le centre, pas le camp, mais le centre de Sangatte. Prévu pour la demande de Madame Aubry, alors ministre, pour 200 personnes. Nous avons accueilli à la fin 2000 personnes, c'est-à-dire servis par jour, 3 fois 2000 repas, 6000 repas par jour. C'était une expérience extraordinaire. J'avais les policiers qui étaient à portée d'appel, mais en dehors du centre. Et on les appelait quand il y avait une rixe qui survenait de temps à autre entre les migrants. On s'est battu pour qu'il y ait des douches, et qu'il y ait des douches chaudes, pour qu'il y ait à manger pour les hommes, les femmes et les enfants qui accompagnaient. Ça a été une expérience vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu arriver un jour le ministre de l'Intérieur, qui est le même auquel vous faisiez référence à l'instant, Madame Vandel. Et il était très protégé, il avait été prévenu que peut-être on pourrait l'enlever. Moi, je connaissais bien les gens pour y être venus à plusieurs reprises. Je savais que ça ne pouvait pas se produire. Mais à Sangatte, ça a été dramatique parce que les gens cherchaient à partir par le tunnel. Il y a eu des morts sur la route et des morts dans le tunnel. On a géré tout ça avec beaucoup de difficultés. Et puis après, beaucoup plus tard, il y a eu autour de Grand-Sainte des événements analogues. Sur l'image suivante, je dis ça parce que ce sont des périodes et des temps qui marquent et qu'on n'oublie pas. Ça, je rappelle ce que nous avons dit à plusieurs reprises, mais ce pic de la présence des migrants en 2015 et les réalités actuelles qui sont moindres. La suivante. Nous avons, avec Dominique Kervédan et vous-même, Madame de Vandel, puisque vous rappeliez tout à l'heure que vous étiez venu nous exposer déjà ce que vous nous avez dit d'une autre façon lors des auditions à l'Académie de médecine. Un rapport de l'Académie de médecine avec des conclusions sur des recommandations prioritaires. Et Dominique, vous complétez ce que je dis, vous me rectifiez. Nous avions proposé à l'époque en priorité d'inciter le gouvernement français à obtenir de l'Union européenne la révision du règlement de Dublin. Les Dublinés, comme on les appelait. C'est-à-dire, vous étiez marqué par le pays dans lequel vous avez posé le premier pied et le second. Mais les gens qui voulaient venir en France, qui étaient arraisonnés en Espagne pour être passés par Gibraltar, ne voulaient pas du tout vivre en Espagne. Encore que c'était peut-être un bon accueil aussi. Mais ils étaient arrêtés, incarcérés, libérés au bout de quelques jours. C'était un gros problème, dont l'arbitraire et les conséquences sont hautement préjudiciables à la santé des migrants, disions-nous. Deuxièmement, réaffecter au ministère de la Santé l'évaluation des critères médicaux en vue de l'obtention d'un titre de séjour pour soins, récemment dévolu au ministère de l'Intérieur. On s'est fait insulter pour avoir fait cette proposition. Troisièmement, réduire de manière drastique les délais de procédure de régularisation. Ça, c'est un drame. Et quand on connaît de près des gens qui sont en demande de régularisation, la démarche à faire est épouvantable. On les convoque, on les ramène, on les rejette, il manque toujours un papier, il faut revenir. Il y a des temps d'attente qui sont très longs et qui sont insupportables et qui, pour ceux qui ont un travail provisoire, ont des conséquences dramatiques. Quatrièmement, d'informer en toute objectivité le public et les médias sur la réalité, ce que nous venons de faire, un peu des flux migratoires et de leurs conséquences, sans omettre de valoriser aussi les expériences réussies. L'image suivante, avec les 4 autres propositions, créer une protection maladie réellement universelle,
permettent à tout demandeur d'un titre de séjour en France en situation régulière ou non de bénéficier dès son arrivée d'un hébergement décent, d'un examen médical et d'un accès aux soins, au dépistage, aux vaccinations, au planning. Rappeler aux professionnels de la santé de l'administration la recommandation du ministère de la Santé concernant le parcours de santé des primo-arrivants en vue de les appliquer dans toutes les régions de l'Hexagone, également dans les territoires et départements d'outre-mer. Remémorer aux praticiens leur devoir de prendre en charge les patients qui ont un titre de soins conformément au serment d'Hippocrate, quelles que soient les difficultés rencontrées. Promouvoir la recherche appliquée aux conditions sanitaires et sociales des personnes migrantes, notamment des femmes enceintes et des mineurs. Nous n'avons pas parlé des mineurs isolés, mais c'est un énorme problème. Et les populations féminines, 45% des migrants sont des femmes. Les femmes et les enfants mineurs sont des populations à très haut risque. La suivante, et alors je termine sur cette image. On l'oublie souvent. J'ai déjà montré, je ne sais plus, peut-être ici, ces deux visages. Lassana Bathily à l'hypercachère, qui a sauvé des vies humaines, qui est reparti dans la discrétion. Et puis Maboudou Gassama, qui avait sauvé un enfant qui était perché au 4e étage. Je veux dire que cet aspect positif de la présence d'étrangers proches de nous en France est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération et qu'il faut avoir en tête dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs, vous avez ma conclusion. J'ai dit tout à l'heure, en ouvrant la séance, j'ai rappelé le propos d'Amin Maalouf, tout homme a le droit de partir, c'est son pays qui doit le persuader de rester. Mais je voudrais terminer sur une autre citation que j'ai trouvée ce matin dans la presse, qui est valable peut-être pour demain. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Nelson Mandela. Voilà. Merci beaucoup. Cela. Merci, professeur. Je nous associe tous aux remerciements que nous adressons à Madame de Vanden, au professeur Sazo, à Madame Kerouédan, et bien sûr à Monsieur Gentilini. Et je crois que notre séance s'achève. Je peux donc dire qu'elle est levée. Merci. Merci. Merci.